Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Midi, je suis heureux donc de me trouver devant vous pour échanger en fait sur la loi électorale qui a été déjà adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Et cette proposition de loi, cette loi, a déjà été transmise au Sénat pour une seconde lecture. Eh bien, l'adoption de cette loi électorale nous place déjà en droite ligne vers les élections que nous voulons libres et transparentes et crédibles en 2023, selon le souhait exprimé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi suivant la volonté manifestée par l'Assemblée nationale qu'on organise ces élections, cette fois-ci dans les délais, et que ces élections soient effectivement crédibles, libres et transparentes, différentes dans tous les cas des élections que nous avons connues par le passé. Vous le savez très bien, déjà l'année dernière, nous avions adopté la loi organique sur la CENI, parce que vous le savez également bien, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui a la charge de l'organisation des élections dans notre pays. Eh bien, cette CENI a été mise en place. Maintenant, il a fallu lui donner des moyens juridiques pour que se mette effectivement à l'œuvre et qu'elle puisse organiser les élections que notre peuple veut, dans tous les cas crédibles, transparentes et démocratique. Je suis donc là au nom du bureau. Vous savez, c'est la première fois aussi que je m'adresse à la presse depuis mon élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suivant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'occupe de trois principales fonctions, où il doit assumer trois principales missions. La première mission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est celle de superviser les questions législatives, tout ce qui a trait à la législation. C'est donc dans ce cadre-là que je vais pouvoir vous parler. La deuxième mission est évidemment celle de s'occuper des rapports entre le bureau et les groupes parlementaires. La troisième mission étant celle de la diplomatie parlementaire. Donc c'est dans le cadre de la première mission, c'est-à-dire la supervision des questions législatives, que je me tiens devant vous et je vais pouvoir m'efforcer de répondre aux questions diverses que vous pouvez me poser ou qui se posent dans l'opinion autour de cette loi électorale. Et sans plus tarder donc, je vais pouvoir vous accorder la parole pour que vous puissiez poser vos questions, et je suis là pour vous répondre et à travers vous également m'adresser à la nation, donner les réponses que l'Assemblée nationale a voulu réserver à cette proposition de loi. Je remercie au passage le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe, le chef de cette institution de l'Assemblée nationale, qui a donné son feu vert pour la tenue de ce point de presse. De tenir divise la classe politique, notamment une partie, le FCC, a exigé un consensus. Vous avez noté la commission PRJ. Qu'est-ce que vous allez faire au cas où cette divergence persiste jusqu'aux élections? Monsieur le Premier vice-président, hier vous avez reçu une délégation de diplomates étrangers accrédités en RDC en rapport avec la loi électorale. Quelle est la position exacte de ces
diplomates par rapport à cette loi. Et aussi l'autre question, pourquoi la loi continue toujours à être divisée? Parce qu'on accuse la commission PAJ d'avoir torpillé ces textes. Est-ce vrai? À quel niveau la loi continue à diviser les parties prenantes? Merci. Monsieur le Premier vice-président, j'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi l'Assemblée plénière a fait le travail de la commission PAJ. Parce que nous savons tous que quand une loi est déclarée recevable, c'est au niveau de la commission qu'on fait le toilettage, soit on procède à lever les options. Mais pourquoi il y a une nouvelle méthode selon laquelle c'est l'Assemblée plénière qui doit lever les options à la place d'une commission? Ou allons-y dans l'ordre. Jean-David, Télé 50. L'honorable Sessangaï estimerait qu'on aurait supprimé, on aurait charcuté la loi, la proposition de loi électorale, on aurait supprimé la disposition tendant à imposer au CENI de procéder à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je dois d'abord dire une chose, c'est que la proposition de loi, l'Assemblée nationale a eu à examiner une proposition de loi. Je ne sais pas où notre collègue s'est exprimé, mais dans tous les cas, la proposition de loi a été soumise par un groupe de personnalités. Vous connaissez le groupe, c'est le groupe de G13. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le point de vue des membres de G13 résumerait le point de vue de tout le groupe de G13. Je n'ai pas entendu, moi, ce que vous dites, l'avenir de notre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13, parce qu'ils sont 13, ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. La réponse sera directe, brève aussi. C'est que c'est tout simplement, ça relèverait tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette disposition existe. Parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et c'est là l'une des innovations, je ne sais pas, ou du moins là où on a tenu à renforcer. Non seulement lorsque les compatriotes, lorsque nous allons au vote, lorsque nous avons voté dans les bureaux de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé ou contresigné les procès-verbaux. La CENI ou bien les résultats du bureau de vote seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc c'est pourquoi j'ai douté dès le départ, je ne peux pas m'imaginer que le collègue n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je pourrais vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle, ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus. Immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc c'est une disposition claire, je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi lu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote et au niveau du centre de compilation. Et au niveau de la CENI, les résultats seront
publié sur le site Internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre, ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est qu'après le vote, les différents plis, avec les PV, contresignés par le président, les membres du bureau de vote, contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est les plis qui sont transmis à la CENI. Il y a donc un pli qui sera transmis à la CENI. Un autre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes, aux cours et tribunaux compétents. Donc, ce qui se dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui. Je ne pense pas, parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau, d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission, parce qu'ici, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime, après que le texte ait été adopté par la plénière. Donc, la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile hier est venue. Et la société civile, je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO, que nous avons accepté parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de cafouillage quelconque. En bref, cher ami, donc c'est faux et archi-faux. Je ne pense pas, il ne faudra pas l'attribuer à l'honorable qui devrait lire la loi. L'affichage, la publication du bureau, des résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion, parce qu'on a entendu parler là-dessus, que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé où? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat, là, cette disposition est claire, elle est limpide. Les résultats des bureaux de vote seront rendus publics, bureau de vote par bureau de vote et à plusieurs niveaux. Voilà donc, chers amis de Télé 50, j'espère que vous porterez ce message et je pourrai tout à l'heure, je crois s'il était possible, mais je ne sais pas encore vous donner le texte, pour autant qu'il a encore un examen au niveau du Sénat. Mais voilà, les dispositions sont claires là-dessus. Bossolo politique. Quelles sont les innovations? Quelles sont les innovations? Évidemment, la proposition de loi, telle qu'elle a été déposée et discutée au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi initiée par nos amis les 13, comprenait un certain nombre de thématiques, 18. Et c'était une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale existante, celle de 2006, qui avait déjà été modifiée. C'est dire quoi? Malgré tout ce qu'on a pu entendre, il n'était pas question de chambouler toute la loi telle qu'elle existe. Donc nos amis ont fait des propositions pour améliorer le système. Et ici, une précision est intéressante, parce que je répondrai tout à l'heure à la question au sujet de nos amis de l'opposition du FCC. Qu'est-ce que je dirais très clairement? Cette proposition de loi est en fait venue de l'Union sacrée. Elle est en fait venue de nous-mêmes ou d'une partie de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une proposition de loi qui est venue de la société civile. Ce n'est pas une proposition de loi qui nous est tombée comme ça, comme provenant de nos partenaires étrangers ou comme imposée de l'extérieur. La proposition est venue de nous-mêmes. Et cette proposition de loi de G13, et on devrait le souligner, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale l'a gardé dans les tiroirs pendant plus de 15 mois. Pendant près de 15 mois, gardé dans les tiroirs. Pour quelle raison? Je ne veux pas répondre. Je n'appartenais pas à ce bureau-là. Mais le bureau actuel de l'Assemblée nationale, le bureau qui est dominé, le bureau qui comprend tout le monde, même le FCC représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale,
mais dirigé par l'Union sacrée de la nation, eh bien, dès que ce bureau s'est mis en place, et dès que ce bureau s'est mis au travail, l'une des premières préoccupations de ce bureau, c'est d'abord tout faire pour que notre pays puisse aller aux élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Première étape, adopter la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Je revois encore ici plusieurs d'entre vous, lorsque j'étais alors président de la commission PAJ, qui posaient des questions. Mais prof, à l'époque, vous me demandiez pourquoi ce forcing. Et des amis sont encore présents ici. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le forcing? Non, ce n'était pas un forcing. Notre peuple veut aller aux élections libres, crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Eh bien, l'Assemblée nationale, dont les membres représentent la nation, dont les membres doivent être à l'écoute de notre peuple, l'Assemblée nationale se devait déposer un premier geste, un premier pas, c'était l'adoption de la loi sur la CENI. Vous êtes présents, vous vous souvenez des critiques. On fait du forcing, on fait ce... Non, nous répondions en fait à l'appel de notre peuple qui veut de ces élections libres et transparentes dans les délais. Deuxième étape, c'est celle qui vient d'être franchie. Évidemment, il y aura d'autres étapes. La loi sur l'enrôlement des électeurs, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. La loi sur la répartition des sièges, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. Mais la deuxième étape importante après la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, c'est effectivement cette loi électorale que le bureau a immédiatement après la mise en œuvre de la CENI, le bureau a jugé bon, les députés nationaux ont jugé bon de discuter et d'adopter la loi électorale pour permettre à la CENI d'aller de l'avant et de nous organiser ces élections libres et transparentes que nous voulons dans un délai constitutionnel. Les innovations. Évidemment, il y a des innovations. C'est pourquoi je disais cette question, j'aurais pu commencer par là parce qu'elle est beaucoup plus englobante. Je vais toucher un peu à quelques thèmes qui ont été longuement débattus dans les médias, sur les réseaux sociaux et commentés dans les sens divers et dans l'opinion. L'une des questions, c'était la question de la représentation de la femme. La représentation de la femme. Une question qui a été longuement débattue et qui a également été débattue ici en plein air. Quelle est l'innovation? Mais au sujet de la représentation de la femme, nous sommes dans la mesure du possible. En tout cas, nous avons fait le plus grand pas pour nous rapprocher des dispositions de l'article 14. Même si on n'est pas arrivé à la parité, mais nous, on a tenu à respecter cette disposition constitutionnelle, l'article 14, qui voudrait qu'il y ait une représentation juste et équitable. Une représentation juste et équitable de la femme et de la personne avec handicap. Donc c'est une question qui a été débattue et une question qui a longuement préoccupé aussi les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale. Il ne pouvait en être autrement. Et vous le savez, la question de la représentation de la femme nous préoccupe au plus haut point. Et la première personne la plus préoccupée de toutes, c'est effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous l'avez vu même dans la composition du gouvernement. Comment le Président de la République, chef de l'État, a tenu à la représentation de la femme. Et pas seulement de la femme, mais aussi de la personne avec handicap, avec un gouvernement qui comprend un nombre impressionnant de femmes. Et vous êtes des journalistes, vous êtes des analystes. Si vous comparez ce qui a été fait pour la femme depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, si vous comparez la première mandature, la deuxième, la troisième, mais aucun président n'a fait mieux à ce jour que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne la représentation de la femme. Personne n'a fait mieux. Et l'Assemblée nationale, parce que le président de la République, en fait, il y a cette liaison
Il y a en fait cette connexion qui existe entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Pourquoi? Les gens posent souvent des questions. On n'est pas une caisse de résonance. Cette Assemblée nationale n'a jamais été, en tout cas sous ce mandat, sous ce régime, sous la présidence de Félix Tshisekedi, président de la République, cette Assemblée n'est pas une caisse de résonance. Mais il s'est fait, il y a une connexion. Pourquoi cette connexion qui existe et qui s'est manifestée également au travers des dispositions que nous avions adoptées sur la femme? La connexion est simple à comprendre. Le président de la République représente la nation, l'article 69. Il représente la nation. Les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale, représentent la nation. Donc dans ce pays, en fait, il y a deux groupes de personnes qui représentent la nation. Vous avez le président de la République et les députés nationaux membres de l'Assemblée nationale. Et comme tous représentent la nation, il va de soi qu'ils s'entendent. Il va de soi qu'ils se soumettent, qu'ils fassent de leur mieux pour satisfaire les intérêts du peuple souverain. Revenons à la question de la femme. Qu'est-ce qui a été fait et qui n'a jamais existé auparavant? Ce qui a été fait, c'est qu'avec la nouvelle loi électorale, la représentation féminine est fortement encouragée. Et vous allez trouver, et je pense que le Sénat pourra aller dans le même sens, nous en sommes certains, que pour encourager la représentation de la femme, une liste électorale qui comprendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Une liste électorale qui comprendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Vous savez, les cautionnements, ce sont des montants colossaux. Si vous avez à présenter 300 candidatures, nous avons 500 sièges à l'Assemblée nationale. Si vous devez présenter des sièges, donc des candidats pour chaque siège, donc votre liste devra comprendre 500. Et on paye. Ce sont des milliers de francs, plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'ils sont payés. Mais écoutez, dorénavant, si une liste comprend au moins 50% de femmes, elle ne payera pas le cautionnement. C'est une nouveauté. Ça n'a jamais existé. Et cela traduit en fait la volonté de l'Assemblée nationale, la volonté des députés nationaux et au sommet, la volonté du président de la République pour que nous allions plus loin dans le sens de la représentation de la femme et que nous puissions faire tout ce qui est possible pour que la femme participe activement à la gestion de la chose publique dans notre pays. Évidemment, les discussions ont eu lieu pendant la plénière. Il y a aussi d'autres choses. Il faudra travailler avec la femme. Il faudra travailler avec eux. Il faudra les former. Il faudra les former pour qu'en fait, elles puissent répondre aux obligations qui seront les leurs lorsqu'elles vont figurer sur la loi électorale et lorsque demain, elles pourront être élues. Eh bien, dès lors que nous allons avoir ce type de liste, même la physionomie, le paysage de l'Assemblée nationale va changer. Voilà donc l'une des dispositions, des innovations majeures qui ont été introduites dans cette loi. Disons, il n'a pas encore été promulgué par le président de la République, donc nous pouvons des propositions de loi ou cette loi, vous comprenez pourquoi. D'autres innovations, c'est que nous avons tenu à renforcer. Prenons par exemple la question des observateurs et des témoins. Les témoins vont contresigner les procès-verbaux. Les témoins. Et parce que nous voulons des élections libres et transparentes et crédibles, nous voulons une participation active des témoins. Il n'y a pas mieux. Quel serait encore le problème qui diviserait? Dès lors que le procès-verbaux des résultats, vos résultats, mes résultats, sont contresignés par mes propres témoins ou les témoins de mon parti qui attestent que c'est vrai, et après on les affiche. Moi, je ne veux pas que l'autre disposition nous diviserait.
Mais ce qui est demandé aux acteurs politiques, ce qui nous est demandé à nous tous, c'est quoi? Il faudra avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Il faudra que les partis politiques s'organisent pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote, pour ne pas crier demain que mes témoins ont été chassés du bureau de vote, mes témoins n'étaient pas présents. Non, il faudra s'organiser. Parce qu'en réalité, nous-mêmes qui avons participé aux élections, nous savons ce qui se passe. Vous ne vous êtes pas occupé de vos propres témoins. Il n'avait même pas une bouteille d'eau à boire. Il arrive à 6 heures. À midi, il n'a rien bu. Mais il s'en va. Et lorsque les résultats sont publiés à 18 heures, on doit afficher. Mais votre témoin est parti depuis longtemps. Et il a dit à son candidat, on m'a chassé du bureau de vote. On a fait ceci, on a fait cela. Donc ici, la participation des témoins est fortement recommandée et c'est le moment que les partis politiques s'organisent pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Parce que de la même manière que nous insistons sur la publication des résultats ou l'affichage, ou que les résultats soient rendus publics, bureau de vote par bureau de vote, très bien. Nous avons répondu à cette préoccupation-là. Ce sera fait. Mais pour éviter des critiques ou pour éviter des plaintes inutiles, des complaintes inutiles, c'est le moment pour les partis politiques de s'organiser, de recruter pour qu'à leur tour, ils puissent avoir des témoins bureau de vote par bureau de vote. La question des observateurs a été également soulevée. Et quid des observateurs? Nous encourageons fortement les observateurs. Mais les observateurs, pas seulement internationaux, étrangers, mais également les observateurs nationaux, ils sont encouragés. Sauf qu'il y a une différence entre un témoin et un observateur. Les témoins d'un parti, ce n'est pas un observateur. Et l'observateur ne peut pas se transformer en témoin. D'ailleurs, ils auront des macarons différents. Donc, nous encourageons la participation des observateurs, des témoins et des observateurs. Nous ne voulons pas voir demain des organisations qui avaient 30 ou 10 ou 15 observateurs, après généraliser, pour dire que c'est le résultat, c'est la conclusion. Non. Nous voulons des élections libres et transparentes. Nous encourageons. Les résultats seront rendus publics bureau de vote par bureau de vote. C'est fait. Nous, partis politiques, nous encourageons également à avoir des témoins. Bureau de vote par bureau de vote. Bureau de compilation par bureau de compilation. Et les observateurs, nous ne voudrons pas demain suivre seulement l'hymne qui sera chanté par un groupe d'observateurs qui ont été peut-être à Kinshasa, qui n'ont pas été à Massissi, qui n'ont pas été à Nituri, qui se sont cantonnés à Kisangani et qu'on n'a pas vu à Kasumbalesa, des observateurs qu'on n'a jamais vus à Chikapa ou qu'on n'a pas vus dans le sud Ubangi ou dans le nord Ubangi. Nous voulons des observateurs qui s'occupent véritablement de leurs tâches, qui ne viennent pas faire campagne pour les candidats. Les observateurs ne peuvent pas faire campagne. Leurs obligations sont consignées dans la loi électorale. Mais qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est quoi? Dans la loi. Autant nous encourageons les observateurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qu'ils viennent observer nos élections, autant cette fois-ci, nous allons insister sur l'obligation des observateurs de transmettre une copie de leur rapport à la CENI, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ça, c'est également nouveau. Donc, nous encourageons les observateurs. Et nous l'avons bien fait. Vous savez qu'il y a des pays, je ne veux pas les citer, mais il y a des pays qui ne font pas trop de bruit sur les observateurs. Il y a des pays, même dans des vieilles démocraties, où on n'attend pas les observateurs congolais ou les observateurs de l'Union africaine. Mais nous sommes ouverts aux observateurs nationaux et étrangers. Mais j'insiste sur l'obligation, dès que l'observateur a fini son travail, il ne va pas rendre son rapport à son ONG. Ou il ne rend pas seulement son rapport à son ONG
ou bien à l'institution qui l'a envoyé, il nous doit également nous remettre un rapport. On n'a que faire de ces observateurs qui, après avoir observé les observations, on les suivra sur la Radio France Internationale, BBC Afrique, TV5 Monde, La Voix de l'Amérique, alors qu'on n'a pas vu le rapport dans le pays. Donc, nous les encourageons cette fois-ci à transmettre une copie du rapport à l'Assemblée nationale, à la CENI. Pourquoi? Parce que ces rapports vont nous permettre d'améliorer. Et vous savez, la démocratie, aucune démocratie ne s'est bâtie en un jour. C'est toujours un pas. Ce sont des avancées. Qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, vous savez d'où on vient. Qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de la Belgique, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Espagne, de tous ces pays. Donc, la démocratie ne s'est pas bâtie en un jour. Même la question féminine dont je parlais tout à l'heure, de la représentation de la femme, mais ce n'est pas parti en un jour. J'évoque souvent quand j'enseigne cette affaire intéressante dans la jurisprudence. C'est le traité de jugement, une affaire qui a été longtemps débattue aux États-Unis d'Amérique. C'est l'affaire Myra Bradwell. Dans les années 1860, il y avait un procès. Myra Bradwell, c'était une juriste noire. Et cette femme avait demandé, après avoir fini ses études d'avocat, elle a demandé d'être admise au barreau, de devenir avocate aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1860, dans cette décennie-là. On refuse qu'elle soit admise comme avocat. Cette femme va à la Cour suprême des États-Unis. Elle dit, mais moi j'ai fini, j'ai une licence en droit, j'ai rempli les conditions, je dois être admise comme avocat. L'affaire Myra Bradwell. La Cour suprême des États-Unis avait décidé à l'époque que la sensibilité d'une femme ne lui permet pas d'être avocate. Et nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement vous dire que cette question même de la représentation féminine, comme je viens de vous le dire pour la parité, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train d'avancer. Donc, la question des observateurs, elle rentre également dans les innovations. Dans les innovations, il y a également cette question d'affichage, de publication, bureau de vote par bureau de vote, que vous pouvez voir même sur Internet, ce qu'on n'avait pas vu dans le passé. Dans les innovations, il y a cette obligation, par exemple, pendant que la CENI a les plis, les PV, les mêmes plis se trouvent déjà à la cour d'appel. Avant même tout traitement du contentieux, avant même qu'il y ait des réclamations, des recours, la CENI a des PV, les mêmes PV se trouvent déjà à la cour constitutionnelle, à la cour administrative d'appel et dans d'autres juridictions. Donc voilà, peut-être au fur et à mesure qu'on va répondre aux questions, on vous dira quelles sont d'autres innovations qui ont été introduites. La troisième question, celle de Robert. Mais qu'est-ce qui nous divise avec le FCC? Et au cas où cette divergence persiste, qu'est-ce qui va se passer? Bon, mais moi je ne vois pas, à notre niveau, nous ne voyons pas ce qui nous divise avec le FCC. Non. Pourquoi? Lorsque la loi sur la CENI, et vous étiez là également devant moi, lorsque j'étais alors président de la commission PAG, la loi organique sur la CENI, qu'est-ce qui nous divisait avec le FCC? C'était la répartition des sièges au bureau. Et après, cette question avait été résolue et la loi adoptée. L'opposition a 2 membres au niveau du bureau de la CENI. Les PV ont circulé, les PV existent, c'était en direct. C'était l'unique question qui nous divisait. Et lorsque nous avons mis en place à la CENI, qu'est-ce qui reste? La loi électorale. Mais voilà, nos amis ont posé les préalables. Non pour discuter de la loi électorale, nous devons encore rediscuter sur la CENI. Nous devons encore rediscuter sur la Cour constitutionnelle. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec la loi sur la CENI et sur la loi électorale. Et en fait, nos amis, ce sont nos collègues,
Il n'y a plus rien qui nous sépare, qui les divise de la majorité. Évidemment, au niveau du bureau, vous êtes là et pour la majorité et pour l'opposition. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale et pour la majorité et pour l'opposition. Et je dois dire quoi? Que rien, en fait, de fondamental ne divise les collègues de l'opposition et ceux de la majorité, parce que la question avait déjà été réglée en amont. Et les préalables qu'ils ont posés, recomposition de la CENI, recomposition de la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas des questions qui sont traitées dans la loi électorale. Et nous avons dit, l'Assemblée nationale n'est pas compétente d'organiser un dialogue. Vous êtes des journalistes, vous connaissez l'histoire du dialogue dans ce pays, où les gens vont à un certain moment pour se partager les postes et les dividendes. Mais nous, on n'est pas là, on veut aller aux élections. Ce truc-là de dialogue pour traîner la satisfaction des intérêts de notre peuple, nous n'irons plus. Nous devons aller aux élections transparentes. Donc rien de fondamental ne divise les amis de l'opposition et ceux de la majorité. Rien de fondamental. Sur cette proposition de loi en discussion, nos amis, ils sont d'ailleurs d'accord parce qu'ils n'ont déposé aucun amendement. Aucun. Parce que ce qui les préoccupait, c'était la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle des matières dont nous ne sommes pas compétents. Donc, maintenant que le texte a été adopté, vous savez, la loi de la majorité, nous sommes en démocratie. Adopter une proposition de loi avec ce chiffre-là. Un chiffre avoisinant d'ailleurs le chiffre de mon élection. Adopter une proposition de loi à ce chiffre-là, ça devient notre loi à nous tous. Lorsque le Sénat l'aura adopté, le président va promulguer, je crois rien ne va nous diviser. Nos amis de l'opposition, tous ceux de la majorité, ils vont participer aux élections. Parce que ce qui importe, pour ceux de la majorité comme pour ceux de l'opposition, c'est que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. Félix. C'était Biwan. La délégation des diplomates, quelle a été leur position? Pourquoi est-ce que la commission ou la plénière a fait le travail de la PH? Disons d'abord ceci, c'était ma première rencontre. Au début, je suis en charge de la diplomatie parlementaire. Donc j'ai eu à échanger avec certains diplomates accrédités dans notre pays et pour effectivement les éclairer aussi sur ce qui a été fait. Parce qu'il y a trop, on dit n'importe quoi, il y a trop de rumeurs, trop de fausseté dans les commentaires que l'on fait. Il fallait également informer les diplomates sur les innovations que nous avons apportées. Et je dois vous dire, il y a eu des questions sur les femmes. Ils incitaient par exemple sur la question de la femme. Je leur ai présenté la position de l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que tous ont apprécié cet avancement, qui n'existait pas auparavant. Qu'une liste entière, le fait d'avoir la moitié, une liste soit exemptée du paiement, du cautionnement, ça c'est toute nouveauté et tous l'ont apprécié. Et puisque les diplomates suivent également les débats, la question d'affichage, la question des témoins, la question de la publication pour qu'il y ait transparence, la question de la traçabilité des résultats, eh bien toutes ces questions ont fait également l'objet des échanges que j'ai eus avec certains diplomates accrédités dans notre pays et qui sont fortement intéressés au processus électoral. Et je dois vous le dire que les diplomates ont apprécié à leur juste valeur, à sa juste valeur, le travail fait par l'Assemblée nationale. Il s'agit des avancées sérieuses dans la voie vers la démocratie. Bon, vous pourrez toutefois leur poser des questions, mais du moins, ils ont apprécié, parce que plus rien ne s'est posé comme les femmes, c'est réglé. Est-ce qu'on va afficher les résultats? Oui. Est-ce que les opposants, les députés, les candidats pourront voir leurs résultats? Oui. Est-ce qu'ils auront leurs témoins? Oui. À tous les niveaux. Est-ce que les résultats seront affichés ou même publiés après bureau de vote, pas bureau de vote? Oui. Pour des élections libres et transparentes. Qu'est-ce qui peut encore fondamentalement diviser les gens? À moins d'avoir peur des élections. Mais tout ce comme nous veulent aller aux élections libres, dès lors que j'ai mes témoins, dès lors que je peux me rendre compte de ce que j'ai obtenu comme résultat,
élu ou pas élu, dès lors que je peux vérifier, dès lors que j'ai droit au recours, que j'ai mes PV, mes témoins peuvent suivre, je peux moi-même suivre mes résultats tels qu'ils sont affichés, je compare avec ce qu'on m'a remis, quel autre problème nous diviserait? Et la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ. Félix. Parce que si vous lisez bien notre règlement intérieur, la PAJ a fait son travail. Mais la PAJ, c'est une instance technique de la plénière. C'est pourquoi quand la PAJ fait le travail, elle vient faire rapport à la plénière. Et c'est la plénière qui est souveraine et qui décide. Donc la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ. La commission PAJ a fait son travail, elle est venue faire rapport à la plénière, il appartenait à la plénière de décider. Et dès que la plénière a décidé, c'est le travail de l'Assemblée nationale, ce n'est plus le travail de la PAJ. Donc la PAJ, c'est donc un instrument technique, une commission technique au niveau de la plénière. Elle a laissé sa commission faire ce travail, et puis la plénière s'est assumée, parce que cette plénière est souveraine à tout. La réponse est laquelle? La commission PAJ, c'est un instrument technique au service de la plénière. C'est la plénière qui est souveraine. Et il n'y a aucune disposition, ni du règlement intérieur, ni de la Constitution, ni d'aucune loi, qui dit que c'est la commission qui doit lever les options. Donc voilà ma réponse à cette question-là, il est aussi bref. Donc les options ont été levées par l'Assemblée, la plénière. Voilà. Question, mais on retourne à moi, il y a les gosses. Honorable Mbata, les autres vont partout dans la cité. Le maître à juger, la plaque tournante, il y a la loi électorale en Zaïre. Tout en étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, commission PAJ, j'ai l'occasion de l'État PAM, Yonde Benzema, il y a rien de ma tête, ou l'Obibi, il y a un parler. Est-ce que cette loi électorale, contestée par l'opposition, est-ce que nous avons une élection démocratique et transparente? Pour Fayabou, Isabo, Matagaboui, Kabila Boui, Moussy Baboui, est-ce que nous avons une élection démocratique et transparente? Pour la CIS. Bandela, vous avez une élection en 2018 avec ma soeur. En 2006, ici, nous avons une élection seule. Si vous avez indépendant, vous avez une élection où il est sur la 2018. Je connais un candidat qui a 14 000 fois en 2018. Mais les cadets, on a problème à ça. Donc, quand il s'agit de faire un travail, vous voyez, on a corrigé pour la mission, voilà. Nous sommes sur la France, là, 60% proportionnel. Non, moi, quand on parle de là, il y a 60% proportionnel. Expliquez les autres comme seul, les analyses. Mon frère, vous avez dit cette loi vient de vous, les lignes sacrées. Ne pensez-vous pas qu'elle va poser des problèmes à l'approche des élections quand on sait que les personnes qui ont été frappées par la justice suite à la corruption sont inéligibles par rapport à cette nouvelle loi? Là, je prends le cas de M. Jean-Pierre Bemba suite à la subornation des témoins. Ça, c'est dit aussi que vous avez barré la route à Jean-Pierre Bemba, qui est votre partenaire d'État. Que pensez-vous à propos? Merci pour ces questions-là. Je commence par Franck d'Info Plus. La deuxième question de Kozulu Nako Yanolassima. Et puis la question de M. Luzolo d'Élection Net. Voilà, Franck. Le camp Katumbi, si la proposition de loi vient de l'Union sacrée, pourquoi est-ce que le camp Katumbi continue de contester? Bon, je voudrais dire ceci. Je dis d'abord que la proposition de loi, lorsque vous voyez toutes ces personnalités-là, je n'ai pas dit qu'elle vient pour bien préciser les choses. La proposition de loi est venue, a été initiée par des collègues qui font actuellement partie de l'Union sacrée. Parce qu'à l'époque, l'Union sacrée n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque vous voyez la liste des personnalités qui ont initié cette loi, eh bien, ces personnalités sont maintenant dans l'Union sacrée. C'est pour bien préciser les choses. Le camp Katumbi continue de contester.
Ben, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est contesté. Parce que vous êtes là, les journalistes, et sûrement vous les écoutez. Ils contestent quoi? Et qui conteste? Moi, je ne l'ai pas entendu de moi-même. Peut-être à votre niveau, comme vous êtes des hommes des médias, vous pouviez me dire ce qu'ils contestent. Parce que contester pour contester, ça n'avance pas en démocratie. Même dans les vieilles démocraties. Les partis politiques ne sont pas des machines à contester ou à contestation. Qu'est-ce que ces collègues-là contestent? Il ne suffit pas de contester pour contester. Je crois que nous partageons avec tous la forme de détermination qu'il nous faut des élections libres, crédibles, transparentes. Eh bien, les dispositions que je venais de vous lire, mais c'est pour que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. Vous voulez me dire que nos amis contestent que les élections soient crédibles? Parce que nous avons mis des dispositions, adopté des dispositions pour la crédibilité, pour la transparence. Vous voulez dire que ce camp-là est contre la transparence? Je ne pense pas. Ils sont contre la crédibilité? Je ne pense pas. Ils contestent quoi? Nous voulons aller aux élections. Et cette loi nous permet d'aller aux élections libres, transparentes et crédibles. Là, une personne qui n'a pas peur des élections, qui veut des élections libres, il va aller aux élections. Dès lors que le résultat qu'il aura obtenu, il va les accepter. Disons une chose. Les élections paisibles. Les élections crédibles ne sont pas toujours paisibles. Nous voulons des élections d'abord, comme le veut la Constitution, libres, crédibles, transparentes et dans les délais. Mais vous comprenez avec moi que les perdants vont toujours contester les élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ceux qui veulent le dialogue, ceux qui veulent le partage de pouvoir en dehors des élections, en dehors de la volonté des élections, ils vont toujours les contester. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ici, moi, je ne vois pas, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire, ils contestent quoi? Il ne faut pas contester pour contester. Il ne faut pas appeler les gens à descendre dans la rue. Nous avons le respect de notre peuple et de nos compatriotes. Nous sommes le fruit du peuple souverain comme représentants du peuple. Mais ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui nous ont élus, ou ces personnes handicapées qui nous ont élus, mais ils ne sont pas nos domestiques que vous allez faire descendre dans la rue chaque fois que vous avez la chance d'avoir un micro. Non. Nous devons respecter le peuple souverain qui veut les élections libres, crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels. Et notre peuple n'est pas dupe. Donc moi, je ne vois pas ce qui est contesté. D'ailleurs, je n'ai pas entendu quelqu'un de ce camp-là dire qu'il conteste. Et même alors, s'il y a quelqu'un qui a contesté, quels sont les points, même s'il ne peut pas être ici, dites-moi le point sur lequel il conteste cette loi. Voilà. Je réponds d'abord à la question de Luzolo, je reviendrai en Ndekozulu après. Élection nette. Bon, la question de notre ami, il semble que nous avons exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été condamné, il ne pourra pas participer aux élections. Disons d'abord une chose. En droit, ou du moins, lorsqu'on enseigne aux étudiants et à d'autres, on parle du droit constitutionnel. On ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé, sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personne qui est leader de l'opposition, même pas le président de la République.
Parce que dans un état de droit, tout le monde va être soumis à la loi. Ça, c'est la première observation. Revenons maintenant, lorsque nous allons dans une loi générale et abstraite, et d'ailleurs, il n'y a pas que la personnalité que vous avez citée qui a été condamnée. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été condamnées dans ce pays. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens de G13. Ils ont distingué les cas d'inéligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir des cas et des situations pour lesquelles les gens seront inéligibles pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous avez été condamné, par exemple, pour corruption, pour vol ou je ne sais pour quel autre crime. Mais dès que vous êtes inéligible pendant ce temps-là, mais un certain nombre d'années, après que vous ayez purgé votre peine, vous devenez éligible. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela, mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. Et je crois que Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Nous ne l'avons pas regardé, parce qu'on ne légifère pas en regardant aux individus. La loi doit être générale et abstraite. Nous nous sommes dit, et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine, il a fini en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible? Non. Il a déjà purgé sa peine. Ça, ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que nous l'avons visé lui-même, non. Il y a plusieurs personnes. Nous, en tant que législateurs, nous avons visé la généralité. Cette Assemblée nationale ne va pas légiférer, pas faire des lois personnelles, mais des lois qui concernent l'ensemble de notre peuple. Donc, des inéligibilités temporaires, dès qu'il a apuré sa peine, après un certain délai, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres deviennent éligibles. Donc, ce qui se dit là, ce sont des bobards dans les réseaux sociaux. Oh, par contre, qui sont inéligibles à vie? Il y a des personnes qui deviennent, qui sont frappées par les inéligibilités définitives. Ce sont les personnes qui ont commis des crimes les plus graves en droit international. Les crimes les plus graves en droit international est sanctionné par la Cour pénale internationale. Si quelqu'un a été reconnu, par exemple, coupable du crime de génocide, il est inéligible à vie. Crime de guerre, si vous avez été reconnu coupable de crime de guerre, inéligible à vie. Crime contre l'humanité, vous êtes inéligible à vie. Donc on a tenu à distinguer les inéligibilités temporaires des inéligibilités définitives. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes, ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Et je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba a été exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont apuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles. Negozulu, Nalingal, Balobi prof Mbata, il y a des maîtres à jouer, il y a des plaques tournantes, à Camonyon se battait, les collègues à prof Mbata. Non, les Camerounais ils ont sur le thé. Prof Mbata Azali, membre de l'Assemblée nationale. Tant que pour nakinga le la député, batinda kinga ko représenter peuple. Na maye oyonga na yebi, na intervenir. Nazali constitutionnaliste, na makambo itali loi, na paie sa contribution nanga ndenge peuple a pour nakinga le la député national. Mais soki Assemblée nationale andimi likambo, ezali likambo ya ba député nyonso, ezali kaka ya prof Mbata. Ezali likambo ya ba député nyonso. Na kati wana pe prof Mbata akozala. Prof Mbata pe akosusciter question na yo oyo etali makambo ya constitution. Donc bandeko bazolo bano prof Mbata asali boye non. Prof Mbata azo sala mosala na yo.
batendakinga uponani pona sale la peuple na biso na maile muke na zone kelasi na expérience na tiango na disposition na peuple ezali nga moko te ba député mingi bazali pe bazali ko contribuer mais c'est quand même une bonne chose ba que pauvre mbata à l'Assemblée nationale. Oh le mais qu'est-ce qui fait qu'avec élection que la libre transparente ndengene soki ba bande comme sous et que la démocratique ndengene soki bande comme sous ba boy na lobi boy démocratie élection démocratique ezali kamoko na paisibilité élection o ezali makambo etali peuple na biso nyonso peuple nde akupona ezali makambo individu te tosi tolongwa système wana peuple akokende liboso toyebi na mboka oyo mais na 2006 parti oyo nga nazali nauti mais UDPS akendeki te mais après to s'incliner la volonté à peuple. Donc il ne faut pas biso ba politicien o lo ba ngai nazali peuple. Non. Le pauvre Mbata n'est pas le peuple. Son excellence Félix Tshisekedi n'est pas le peuple. Le premier ministre n'est pas le peuple. Peuple congolais souverain de tozota la bateau ba poni biso c'est ça le peuple. Ba politicien toté ka be le fond non. Yo tsoko lobby le peuple, est-ce que yo zali peuple? Il faut tout quitter quand même, non? Tout ça na humilité ndenge balobi na français. Ngai nazali peuple te. Ce que vous allez d'accord, mais peuple andimi. Bato mususu bakoni ma yango peza kana démocratie, non? Tonandaki yango na États-Unis wana makambo ya Hillary Clinton na ba Trump. Mais Trump alekaki. Côté mususu baboyaki. Bino bozali ba panza sango. Boyi makambo nyonso malamu. Président aleki à États-Unis d'Amérique, démocratie à liboso na mokili mobimba. Ndenge balobaka. Trump baponi omoni bato baboyi. Mais bato finalement ba s'incliner ba Hillary Clinton ba pati ba wala mo congé ba toponi. Joe Biden baponaki dernièrement. Mais bato mususu baboyaki, c'est ça la démocratie. Mais kolobayo zali peuple tokoboyer non? Démocratie o kokende liboso. Il faut trouver lisusu boye. Biso ba politiciens, nous ne sommes rien vis-à-vis du peuple. Il faut tout faire na makanisi na biso. Mon salaire politique ezali nini en fait. Politique ezali likambo na mboka na biso na bamboka mususu komi likambo ya pamba. Politique ezali ko sale la peuple. Ce qu'il faut que promouvoir l'intérêt à peuple et à yoté, yangaïté. C'est le peuple. Nous ne sommes rien devant le peuple souverain. Tant que tu as aucune élection, tu as pas mangote. Tu as une élection, tu as se préparer. Tu as en 2023, tu as mais tu as bangote. Ce qu'on m'a dit, peut-être que tu il prend déjà ses gardes, il a bandu pour contester, puisqu'il y a eu la coponaïté. Donc, ndeko Zulu, peuple n'a pas makambo tozo le makambo élection et talinde bango peuple et talinde ba politicien te. Ba politicien batika ko désorienter peuple. Peuple n'a pas besoin d'être vigilant. Ce n'est pas lobby azu micro. Oh akomi na bon azana ndeko Zulu kuna na RTNC na émission monene moto ya kokosa non. Et puis bino pe ba panzi sango. Il faut poser la coriace na ba politicien. Il faut poser la coriace na biso. Yangwana nazali ko apprécier ko bozali coriace. Ozo ba o prof mbatande asala kaboye. Na répondre prof mbatate zali peuple. Donc yango réponse yangwana oyo mobeko oyo kobima ya loi électorale ezali poto kende élection oyo vraiment libre. Ko le kao to monaki na la fois passée. C'est là que nous allons. Na ba maman, il faut qu'on encourager ba maman. Il faut qu'on encourager ba maman pour que va participer activement dans makambo wana. Je crois qu'on peut passer à d'autres questions. La participation de la femme, mais je reste un peu sceptique puisqu'il n'y a pas de caractère contraignant, puisqu'on dit que c'est seulement dans les partis politiques, c'est ce que je comprends, pour faire une liste désirée, 50%, il n'y a pas d'adoption, mais ça aussi, c'est pas un caractère très contraignant. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de dire autre chose qui soit assez contraignant
toujours que les partis politiques présentent des listes zébrées pour des élections à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a encore une question des suppléants, puisque les suppléants, maintenant, comme toujours, les femmes, les enfants, etc., des chefs de partis politiques. Et là aussi, ça pose un problème, puisqu'on ne sort pas de l'auberge. Quand on dit que les partis politiques sont des affaires des présidents de partis politiques, et ça devient des affaires des familles. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas pensé à contraindre également les dirigeants, les responsables des partis politiques, pour que les suppléants ne soient pas forcément des membres des familles, puisque quand vous laissez le libre choix, on sait que parfois on va toujours dans les excès. Le journal. Par rapport aux élections, le peuple congolais doit voter et fatigué. Parce que ils sont déçus. La CENI ne parvient pas à donner le résultat pour moi. Il y a toujours des tricheries. Elle faut suivre que cette fois-ci, ça sera meilleur. Un message au peuple congolais de l'égard. Au peuple qui sont fatigués des tricheries. Le peuple, une jour qui est conçu de aller au fond. Deuxième question. Par rapport au témoin. Oui, vous avez dit, les témoins pourront voir au procès, mais pour pas le recrutement des témoins. Nous avons vu aux élections de 2011, on est allé chercher 4000 personnes sur le char à quoi pour venir voter à la partie. 2018, nous avons vu des gens qui étaient à Tiens. Venir être des témoins à Fina ou à Lumumba. Quelle prévoit la nouvelle relation extérieure par rapport au recrutement des témoins? Télévision. Vous avez déjà parlé de ce seuil de recevabilité, mais je suis en cette manche qui consiste la recevabilité ou l'irrécevabilité de la liste qui contient un candidat inéligible. Plusieurs, dans l'opinion, comme dans cet hémicycle, n'ont pas voulu cet aspect de choses parce que la vie, elle est dynamique, elle est changeante. Un candidat peut peut-être avoir un problème en justice ou soit en gestation pour finir en justice. Alors, dès lors qu'il est candidat, il est inscrit sur une liste d'un parti politique ou d'un regroupement et à la veille des élections, alors que les listes avaient déjà été envoyées, il se voit dans une affaire où on tranche qu'il est coupable des faits qui sont reprochés, clairement, qui fait voir qu'il ne pouvait pas être candidat. Et c'est tout un parti politique ou un regroupement qui ne va pas concourir aux élections. N'est-ce pas là un aspect qui va créer beaucoup de problèmes? Pourquoi ne pas annuler simplement la candidature de la personne inéligible? Merci. Olobaki tokenaki na 2006 seuil ezalaki te élection ezalaki kitoko mais sikoyo botie seuil renforcer seuil ya recevabilité à liste 60% et puis mosusu soki okozala ya répartition. Est-ce que moyen ezalaki te kolongola seuil? Nazoloba boye mboka na biso ezali mboka moko vraiment koleka mboka nyonso ya mokili. En ce qui concerne nombre de partis politiques. Bon, c'est la recherche Nabino, Nakanesi. Ce sera difficile. À comment Mboka Moko, vous avez 700 partis politiques. Ata États-Unis, ata démocratie en Nengenine. Au Mona Wapi, 700 partis politiques. Les lots Namboko. Tozali na ba chiffre wana 700 partis politiques. Ata na France, ata Belgique, ata wapi. Tout le monde a makambo wana te. Et ils ont continué. Peut-être au comme en 1000. Peut-être Yasuka te. Monsieur c'est copine. Donc
c'est incroyable. 700 partis politiques, c'est quelle démocratie? Parti mosusu ne ba bengi yango ba parti malette non? Etambola kaka malette ezelaka ba dialogue. So boki dialogue ya cité ya Union africaine bazo ka poste parti wana yeko bima. Okoyoka bango na télévision. Okoyoka ba communiquer à l'intention de la communauté internationale qui est internationale. Nous. Donc, parti et l'équi. Et puis, conséquence des années, ils allaient gouvernement tant que beaucoup ça, le gouvernement. Gouvernement et contre le gouvernement n'est pas parti bon. Ce sera la catastrophe. Donc, ma camboyation et balingi, objectif est d'aller renforcer capacité du gouvernement. La scène politique, tout harmoniser, rationaliser. Il faut nettoyer la cour. La cour politique, na Congo, ce que les là-bas, 700 partis politiques, il faut nettoyer ça. Il y a parfois, des partis ethniques, constitution boy. Il y a des partis, ils ont un village moko. Base nango, ils ont un secteur mival. Base ya parti wana ezali territoire songolo na territoire paka. Il y a des partis de districts. Il y a des partis de provinces. Parti wana ezali kaka na province wana. Mais mususu ko kangote. Non. Les camboyasses ezali nde pour rendre parti ezala national. Ce que balobi 60%. Au lingi parti nayo ezala regroupement nayo présenter liste. Il faut ezala da soy wana 60%. Ce qui, si elle a 500, au présenté au moins il y a 300. Na 300 wana, et qu'on renforce le caractère national et à bas parti. On a obligé aux candidats na Kinshasa, na Congo central, na Owele, Nord Kivu, Lualaba, Kasai, na ba province nyonswana. Donc c'est pour renforcer le caractère national et à parti. Sinon ça devait, ils allaient marcher comme ils non? Et ils allaient ouenzer 700 partis, 700 autorité morale. Donc c'est ça les camboyations de Yangouane. Le peuple n'a besoin de comprendre que bateau baya koko ça bateau musu baya baka parti comme nangote. Mais kolo les parti musu koyoka comme nangone AACC, BBDA, PPTE. Mais qui connaît ces partis-là? Donc on voudrait lutter contre le système wana boyebi tant que dans le régime Kalawan ndenge parti zakao kaka ba abréviation après élection parti wana ilimwe introuvable mais bokende ko voter pour la parti wana après élection ilimwe non il a voulu nettoyer la scène politique objectif na biso il faut vraiment partir vraiment nationaux partis nationaux partis tribaux partis provinciaux parti à bas territoire ou bien à bas secteur tout comme on a bas partis nationaux na bas membres bisikanyons c'est ça qu'on renforce l'unité nationale après ce que bato na bas ponami gouvernement ezala gouvernement il y a bas partis solides on ne peut pas avoir un gouvernement de 600 partis politiques non beaucoup comme 600 partis pour ça le gouvernement il y a bas 700 ministres. Donc c'est ça l'objectif, il y a ceux qui ont expliqué à la population, que ceux ils allaient m'abêter, ceux ils allaient m'alam, et qu'on permette de bango baye baba parti politique, et qu'on permette de parti nyon soit eye bana na Congo mobimba. Le seul me renvoie à Madame Julie. Je reviendrai à d'autres. Madame Julie, donc je parlais de ce qui est une innovation. Et puis, à Otozune de Balobi, non, oh, mon thématique n'a pas ce babo, il y a une assemblée nationale, non. Oh, une thématique, il y a G13 Otozune. Donc, il ne faut pas les raconter et pas battre. Non, tout ce que nous avons proposé a été refusé, je vais appeler au peuple. Non. Si vous voulez appeler, allez appeler les membres de votre famille. Allez appeler vos frères et vos sœurs, vous, pour descendre dans la rue, mais il ne faut pas déranger le peuple souverain. Donc, c'est de recevabilité, nous avons pris une thématique proposée par le G13.
Donc, non, Bilo connaît ce baboy, le coup là, Top Congo, je crois Top Congo, on a eu politicien Moussous. Et j'étais même ici à la tribune. Nazo mona je ne comme journaliste. Bon, na autant na moni nane et tweet. Il y en a et Peter Tiani. L'Assemblée nationale vient de rejeter la publication ou qu'on rende public les résultats bureau de vote par bureau de vote. Je réponds, j'étais à la tribune là-bas, j'ai dit, et dit, Peter, vérifiez un peu l'information. Je suis en ce moment à la tribune. Donc, ce que vous allez pas, vous me voyez même au téléphone. Assemblée nationale, Ouana, et s'est réunie dans Ndako à moto, dans la chambre à coucher à moto, ou bien où? Non. Donc, le C, ça, c'est une disposition qui a été retenue. Mais pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas voulu Motomoko Ayako gâcher liste Mobimba? Ce que Motomoko a dit inéligible, liste Mobimba est comme irrécevable. Maman Julie, je crois que vous avez suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur cette question. On voudrait demander aux partis politiques d'être très très vigilants. Parce que dans un panier d'oranges, une seule orange pourrie va faire pourrir toutes les autres. Donc avant de faire votre liste, que le parti politique s'assure que les gens qu'il met sur la liste ne sont pas des condamnés. Ou bien ils ne sont pas en procès. C'est ça la responsabilité des partis politiques. Mais ça peut être un piège. Vous devez veiller. C'est votre responsabilité. Mettez les gens qui sont crédibles. Quelqu'un a été condamné, il n'a pas encore appuyé sa peine, vous venez mettre sur la liste, vous n'avez pas été vigilant. Donc, de la même façon qu'on demande à la CENI, à l'Assemblée nationale d'être responsable, de s'assurer de tout, de la même façon, parti politique n'a besoin, il faut bazala dur. Batala malamu bateau bakotia na candidat comme candidat lors des élections. Donc, qu'il soit sévère, qu'il scrute sérieusement les personnes qui vont mettre sur la liste des candidats. Rachel, sceptique au sujet de la représentation féminine, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été contraignant? Et la question des suppléants des membres de famille. Je crois que vous avez également suivi les débats. Vous avez suivi les débats. Ici, en réalité, il s'est posé d'autres questions. Et ça, c'est important pour nos compatriotes qui sont même loin. La question de la femme était facile. Il ne fallait pas seulement l'appréhender dans les grandes villes. Et c'est là que nous allons encourager les femmes. Nous autres qui allons à l'intérieur du pays, aller dans le massif là-bas, ou aller même chez moi à Dimbeleng, pour qu'une femme accepte d'être sur la liste. Ce n'est pas comme à Kinshasa. C'est pourquoi nous devons travailler et encourager les mamans. Nous apprécions beaucoup le dynamisme des femmes, surtout dans les grandes villes, et surtout ici à Kinshasa. Et nous aurions voulu que les mamans et que les organisations qui soutiennent les femmes et nos partenaires, qu'ils soutiennent également les femmes partout dans le pays. Parce que le dynamisme que nous voyons ici, il est bien. Nous voulons davantage. Mais à l'intérieur du pays, il y a encore des problèmes. Trouver des femmes à mettre sur la liste, vous allez souffrir. Il y a beaucoup de femmes qui déconsidèrent la politique. Donc c'est là que nous devons travailler. Nous devons travailler parce que ici, les députés ont clairement fait savoir que c'était difficile d'avoir ça. Et c'est à ce moment-là mettre la condition contraignante de recevabilité. Mais ce n'était pas possible. Donc, s'il est facile, s'il est déjà un peu difficile à Kinshasa, de faire cela, en ce qui concerne, à plus forte raison à l'intérieur du pays, dans les milieux ruraux. C'est pourquoi nous devons travailler davantage. Mais voilà, nous sommes allés plus loin pour encourager les femmes. C'est-à-dire, il faut absolument l'exemption de cautionnement pour les listes qui vont comprendre la moitié des femmes. Donc, vous avez 100, une liste de 100 personnes. Si vous avez 50 et au-delà, vous ne payez pas le cautionnement. C'est une façon d'encourager qui n'a jamais existé auparavant. Et les diplomates, je vous l'ai dit, ont beaucoup apprécié cette avancée. Et même déjà ici, lors de la plénière, les femmes elles-mêmes, nos collègues députés,
même s'ils n'ont pas eu les listes zébrées là, nos collègues députés qui étaient pour cette question-là, ils ont apprécié cette avancée. Évidemment, l'objectif c'est lequel? C'est arriver demain à avoir la parité. 50% des femmes, 50% d'hommes. C'est ça l'objectif. Mais vous n'atteignez pas ça directement. Vous allez pas à pas. Et cette question dans les débats, on a dit au sujet de la femme, nous allons nous battre pour la femme et continuer à nous battre. Mais ça ne doit pas seulement être au niveau des institutions politiques. Dans les cours et tribunaux, nous voudrons également avoir nos femmes là-bas représentatives. Dans les universités, même là où il y a les corps professoral, pas seulement des professeurs de sexe masculin. Nous voudrons également, la même logique doit continuer là-bas. Et même dans l'armée. Dans l'armée, nous apprécions la présence de nos compatriotes femmes. Nous voulons également plus de femmes officiers de l'armée. Et dans tous les services, pas seulement lors des élections, pas seulement dans les partis politiques. Nous tenons à la représentativité de la femme partout. C'est pourquoi au niveau du gouvernement d'ailleurs, le président de la République a déjà montré l'exemple en élevant sensiblement le nombre de femmes et en accordant à la femme un intérêt qu'aucun chef d'État n'a réservé avant lui. Et la dernière question, je n'ai pas retenu le nom. Rachel. Ah, la question de suppléant, Rachel. La question de suppléant, là, l'Assemblée nationale n'a pas voulu légiférer là-dessus. L'Assemblée nationale a estimé que c'est la liberté des candidats. C'est la liberté des candidats. Et puis en faisant le droit comparé, je ne veux pas citer des pays étrangers, bon, ce sont des questions qui reviennent souvent. Hein? Vous pouvez trouver les mêmes cas en France, les mêmes cas aux États-Unis, la famille attachée au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Mais on a voulu laisser ça à la liberté. Mais par contre, là, c'est le peuple qui doit faire attention. Il n'y a pas de question à légiférer. Lorsqu'un candidat n'aligne que les membres de sa famille, mais pourquoi vous allez voter pour lui? Lorsqu'un candidat sur sa liste, premier suppléant, sa femme, deuxième suppléant, son fils aîné, il est candidat. Il n'y a pas lieu de légiférer. Pourquoi vous allez voter pour un tel candidat? C'est au peuple de décider. On a voulu laisser cela. C'est le peuple qui doit prendre ses dispositions, mais c'est une question de liberté, parce que aussi en droit, ces gens-là ils vont vous dire que c'est la discrimination. C'est la discrimination. Pourquoi vous nous discriminez, nous? Et puis les parents, c'est à quel niveau? À quel niveau? Premier degré? Deuxième degré? Troisième degré? Ce serait difficilement même contrôlable. Donc voilà la question des suppléants. On a voulu laisser cela, c'est la liberté des candidats. Mais avec les débats qu'il y a eu, les candidats ont compris aussi qu'au prochainement, si vous alignez seulement des suppléants des membres de famille, vous risquez de ne pas avoir de voix. Donc ils feront attention. Je suis sûr qu'en 2023, lorsqu'on revient, et je suis sûr de revenir aussi, lorsqu'on revient, vous aurez peu de membres de famille ici comme suppléants. Parce qu'avec le message qui est passé, quelqu'un va se regarder, dit, tout le monde regarde, qui est son suppléant? Qui est son suppléant? C'est sa femme. Deuxième suppléant, son fils aîné. Non, on ne va pas voter pour toi, votons pour quelqu'un d'autre. Donc c'est une question de liberté. Et Patrick, j'en viens à vous. C'était quelle question? Le peuple est fatigué. Et les témoins. Et puis la question sur l'ancien président. Le peuple est fatigué. Bon, mais c'est sûr. C'est sûr que le peuple ne veut pas des élections qui ne soient pas crédibles. Et le fait de voter cette loi électorale avec des innovations nous amène dans le sens voulu par notre peuple. C'est-à-dire que nous améliorons la qualité de nos élections. C'est ce que veut le peuple. Le peuple ne veut pas de mauvaises élections. Le peuple ne veut pas des élections où ses voix sont détournées. Non. Le peuple veut des élections dont les résultats traduisent sa volonté. C'est ce que veut notre peuple. Eh bien, en adoptant cette loi, donc nous allons dans le sens de la volonté de notre peuple, c'est-à-dire d'arriver demain en 2023 à des élections vraiment, réellement libres et transparentes et crédibles.
le recrutement des témoins. Nous ne pouvions pas légiférer sur ça. La question était déjà réglée dans les textes. Nous ne pouvions pas. Qui recrute les témoins? Ce sont les partis politiques et les candidats. Nous ne pouvons, on ne peut pas vous imposer des témoins. Vous avez vu des témoins de Tchangou qui vont à Bandal. Oui, c'est la liberté des candidats et des partis. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est celui que je vous ai exposé auparavant. Que les partis politiques se préparent à avoir des témoins. Je vous dis, avoir des témoins, ce n'est pas une chose facile. Vous avez un témoin. Le bureau de vote est tel part. S'il ne sait pas se déplacer, il va arriver comment? Le témoin. Il ne sait pas se déplacer. Et beaucoup de candidats qui ont dit non, les témoins, non. On n'avait pas de témoins partout. Parce que c'était coûteux. Avoir 5 témoins, 10 témoins dans tous les bureaux, c'est coûteux. C'était un budget colossal. Alors c'est maintenant l'occasion, parce que nous voulons des élections libres, transparentes, crédibles, avec des résultats affichés, bureau de vote par bureau de vote. Ayons aussi des témoins, bureau de vote par bureau de vote. Et ça, c'est la responsabilité des candidats et des partis politiques. L'État ne va pas payer pour ça. L'État ne va pas payer pour les témoins d'un candidat. La vérité sur l'ancien président. Ben, je crois que je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien, parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, notre ancien président, que nous aimons bien, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette Constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigés quand même, en bien ou en mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Non, mais vous le savez, vous êtes dans les médias. Ils ont déjà annoncé leur candidature parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas. Et puis vous faites de même, annoncez aussi votre candidature et préparez-vous. Non, l'ancien président ne reviendra pas. C'est ainsi que j'avais dit dans une métaphore qui est assez connue. À moins de mourir et de ressusciter le 3e jour, sous une nouvelle identité. Non, qu'on laisse notre ancien président tranquille. Je crois qu'il se repose dans son pays. Il ne reviendra pas sous cette constitution. Et que ceux qui veulent le faire à sa place, qu'ils se préparent. Il y a la séparation des pouvoirs. La théorie chère à Montesquieu. La séparation des pouvoirs, il appartient donc au gouvernement. Donc, vous posez la question au gouvernement. Je ne suis pas ministre, j'appartiens à l'Assemblée nationale. Donc, mais comme organe de contrôle, après l'adoption de cette loi, nous allons veiller, nous, à ce que la CENI soit dotée des moyens pour nous organiser ces élections. Et vous le savez, vous pouvez poser cette question peut-être au mois d'octobre, parce que ce sera la session budgétaire. Et nous, comme législateurs, nous allons veiller à ce que le budget qui sera adopté en octobre
reflète effectivement cette volonté de notre peuple d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Eh bien, ce budget-là comprendra une bonne section, une importante section concernant le financement des opérations de la CENI. Ça, il n'y a pas de doute. Nous y veillerons et le gouvernement est conscient, et je l'ai dit, le gouvernement le fera d'autant plus que c'est la détermination même aussi du président de la République à ce qu'on aille aux élections dans les délais constitutionnels. Pas de glissement. Nous faisons notre travail pour doter la CENI ou le pays de la législation qu'il faut pour que nous puissions aller aux élections. Mais pour les moyens, donc, il faudra poser la question au gouvernement. Mais comme organe de contrôle, effectivement, nous allons contrôler. Bon, c'est le peuple qui doit choisir, doit voter. Ici, c'est là plutôt... Je crois que vous allez poser la question pour les partis. Parce que ce sont les listes qui sont irrécevables. Les listes sont irrécevables. Et ils sont irrécevables quand? C'est avant même que le peuple ne s'exprime. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'irrécevabilité intervient avant le vote. Donc le droit, la liberté du peuple n'est pas violée. Parce que la liste est d'abord déclarée recevable et puis on affiche. Le peuple s'en rend compte que cette liste ici, non, a été rejetée. Donc la question de l'irrécevabilité se pose avant même le vote, avant même que le peuple n'ait eu à se prononcer. Donc sa liberté n'est pas violée, son droit n'est pas violé. Parce que l'examen de l'irrécevabilité ou de la recevabilité intervient en amont, avant le vote, avant que le peuple ne puisse se prononcer. Et la dernière question, je dois l'avoir oubliée, c'était la sanction aux membres du... La sanction. Nous n'avons pas eu peur. Cette Assemblée nationale n'a pas eu peur et n'a pas peur. Ici, on a tout simplement estimé que la matière est déjà réglée par la loi en vigueur. C'est tout. Et d'ailleurs, la question a été ramenée à la loi en vigueur. L'Assemblée n'a pas peur. Et ici, peut-être, il faut amener aussi une autre précision. Ici, à l'Assemblée nationale, lorsque nous prenons des initiatives législatives, ça s'appelle proposition de loi. Et c'est un terme français. Proposition. Donc, vous faites une proposition à un organe qui dispose. C'est clair, non? Ça s'appelle proposition de loi. Voilà, je présente ceci, je présente ceci. Mais il y a certaines choses que l'Assemblée ne va pas accepter. C'est ce que nous avons fait. Il y a des thématiques dont nous avons tenu compte, d'autres nous avons dit non, ils sont déjà réglés ailleurs. Ça s'appelle proposition de loi. Mais lorsque quelqu'un vient dans une assemblée, peut-être ignorant cet aspect-là sur le plan de l'appellation, que c'est une proposition de loi, il croit que toutes les thématiques qu'il a proposées doivent être acceptées. Mais messieurs, vous ignorez que ce n'était qu'une proposition de loi. Vous ne venez pas vous imposer à l'Assemblée nationale. Vous avez proposé, vous venez supplier l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée va dire non, ça je prends. Ça je prends. Mais ça je ne prends pas parce que c'est réglé telle part. Ça c'est superfétatoire. Ça c'est redondant. Ça c'est déjà réglé par une autre loi. C'est ça ce que l'Assemblée décide. Mais il y a cette tendance au niveau de certains députés nationaux ou même provinciaux à croire que lorsqu'il a proposé une proposition de loi, ça doit s'imposer. On doit accepter toutes les thématiques. Non, vous n'êtes pas l'Assemblée nationale. Vous n'avez fait qu'une proposition de loi. Je crois, chers amis, on est arrivé au terme de cet échange. Et je voudrais très sincèrement vous remercier la RTNC, remercier tous les médias représentés ici. C'est un samedi, ce n'est pas facile de réunir les hommes des médias. Mais il était important pour l'Assemblée nationale de communiquer après le vote de la proposition de loi qui est maintenant en examen au niveau du Sénat. Il était important, cette Assemblée nationale, elle est constituée des représentants du peuple. Il est important que de temps en temps, elle rende compte. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a autorisé, le bureau m'a autorisé, donc je le fais donc au nom de l'Assemblée nationale. Nous venons vous rendre compte de ce que nous avons fait. Et c'est un exercice permanent. Et nous venons vous rendre compte des innovations. Nous venons vous rendre compte de ce qui a été fait. Vous conviendrez avec nous, tout a été fait
dans le sens que nous ayons des élections meilleures que celles que nous avons connues dans le passé. Que nous ayons des élections plus libres, plus démocratiques et plus transparentes dans les dispositions. Tout a été fait. Mais des amis, si les amis ne sont pas prêts à aller aux élections, vous comprenez certaines hésitations. Parce que, tel que je viens de vous la présenter, cette loi nous permet d'aller aux élections libres, crédibles et transparentes. Donc, de temps en temps, donc cette assemblée, vous êtes ici, c'est le temple de la démocratie. Donc, on a eu l'honneur, ce point de presse s'est tenu dans un endroit exceptionnel. Je savais que je m'adressais au peuple, c'est le 4e pouvoir, et vous êtes aussi en quelque sorte les représentants de la nation. Et je tiens donc à vous remercier très sincèrement pour votre attention, et j'espère que vous saurez transmettre le même message à notre peuple qui vous suit, et très souvent. Le peuple n'a pas dit que Mobeko a été l'élection. Bato bazolo ba mingi na ba réseaux sociaux. Bato bazolo ba mingi na ba radio na ba télévision. Ba mosusu bazo senga peuple aboya. A côté na banzela basa la démonstration. Na lobi lelo yo naye na autorisation ya président ya bureau assemblée nationale honorable Mbosso na bureau Mobimba. Na ba député nyonso Mobimba. To lobi to voter Mobeko wana ke ezali siko na Sénat, il faut to rendre compte. Parce que le peuple n'est pas pour nous. La manière dont ça, il faut tout rendre compte et pas au peuple. Le peuple n'est pas pour nous. Bisous, le peuple n'est pas représentant à peuple. Politicien, ils sont comme le peuple. Tu dois rendre compte de la loi où il y a élection. Tu sali nini. Et ça, makambo mingi asika. Na makambo ya ba maman. Tu lobiete, attends, tu comme makambo à parité. Tu avances koleka. Tolobi ete liste ya bakandida. Soki na liste wana, eteni na bango, moitié ya liste, botie basi. Liste wana ekofuta mbongo te, tango ya enregistrement. Ekofuta te. Parce que ba mama bazali na kati, 50%, au moins. Wana pona ko encourager ba parti politique, bazwa ba mama. Ba mama pe bazala vigilant. Soki ba moni parti moko aye, liste ba mama bazalité. Beaucoup pour nango pour nanine. Vous ne devez pas voter. Il faut moi basi bazala une juste représentation na ba liste. Likambo na tolobiango. Toki nungu makamusu bazo kosaka na ba média. Balobi non, ba boyi ba résultat bureau de vote batono so baye bango. Ba boyi bureau de vote par bureau de vote ezala te balongoli yango te. Wana ezalinde lokuta. Biso tolobi soki mapona mesalami batémoin base à la kuna après PV batémoin peut vérifier ba PV batale est-ce que candidat nanga a eu résultat wana soki andimi a signé tango résultat wana et sili ba afficher yango na bureau de vote par bureau de vote na bato mususu ba média soko na cellulaire na yo o photographier pe yango moto nyonso aye ba résultat ya bureau de vote. Tango kokoma na centre de compilation, batémoin pe bazala, moto non soyeba. Tango kokoma na niveau ya Seni atango na site internet, moto non soyeba bureau de vote songolo na pakanazwa ki autant de voix. Et puis avant makambo nyonso avant makambo koma na ba tribunaux, ba résultat nyonso wana ezala déjà na ba parquet. Pour que ba kokosa moto te. Moto ya kokosa te ko azwa ki ou bien azwa kité. Nyonso wana ezali pour na transparence ezala. Pour la crédibilité, qui pouvait faire mieux que ça? Donc, bandeko, yo tozo senga bandeko nyonso, bandi malawana, bami préparé pour la élection. Tolobi makambo témoin. Oh, ba témoin nanga baboya ki bango bakota. Témoin izali likambo ya parti. Tozo lo ba bureau de vote par bureau de vote. C'est que vous allez candidat. C'est appelé bureau de témoin bureau de vote par bureau de vote. Na bandeko bazo senga bato ba boya loi batu nanano bango soki ba politicien wana est-ce que parti na yo e ko tia bureau de vote par bureau de vote na mboka mobimba likambo ya bureau de vote bota la ba politicien wana parti bota na miso direct biso so tia bureau de vote par bureau de vote mais yo parti na yo wana au côté témoin bureau de vote par bureau de vote dans toutes les 26 provinces au Kokoka. Au lieu de quoi Koko c'est non Nazwaki non.
bato bakondima loi bato nande bazali contre élection balingi makambo ya dialogue mais biso tolobi peuple na biso alingi tokende na maponami il faut esala mandenge constitution na biso elobi yango wana tozosenga peuple na biso accompagner likambo wana ayebisa bapolisier base préparer élection tozali kokende na yango tolingi ezala différente na élection tozwaki mikolo eleki ezala élection libre crédible et transparente mboka ekende se liboso totika kaka makambo ya question ya élection. Les élections ne développent pas un pays biso tolingi élection démocratique toya kokota sikoyo na makambo ya développement makambo ya besoins sociaux bato ba démontrer il faut travailler le développement ce n'est pas discussion sur point de presse oh boy non il faut travailler donc tout ça la étape wana tozena no élection tozosenga peuple andima loi wana ayokela bato bazali ko prêcher dans le vide pour na intérêt na bango na tondi mino botondi. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.